Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous faire un point sur les recherches menées en France sur les écrevisses et principalement à l'université de Poitiers. Alors j'ai fait une sélection des différentes outils de recherche que nous avons menés au sein de l'université, mais je ne vous parlerai pas de la génétique ce matin. Donc je vais principalement vous parler des avancées scientifiques sur la phénomycose. Nous avons découvert également un nouvel agent pathogène responsable de mortalité massive au niveau d'une population d'écrevisses à pattes blanches du Doubs, qui est lié à la présence d'un virus. Ensuite, nous menons également des recherches sur la détection des écrevisses par l'ADN environnemental, donc je vous en dirai quelques mots, et je terminerai par parler des bioindicateurs pour la sélection de sites pour le repeuplement et notamment l'utilisation des éphéméroptères comme bioindicateurs. Donc quelques mots sur Aphanomyces astaci avant de vous parler de cas concrets. Donc ça a été classé au départ parmi les champignons parce que vous aviez présence d'un organisme qui était filamenteux avec présence d'IF et absence de pigments chlorophylliens. Mais des études moléculaires les ont reclassés parmi les oomycètes, qui sont un groupe assez intéressant puisqu'ils sont constitués d'à peu près 1000 espèces et l'ensemble de ces espèces sont quasiment pathogènes. Chez le genre Aphanomyces astaci, enfin Aphanomyces, les principales espèces sont pathogènes de plantes et notamment de légumineuses. Donc ces pathogènes vont s'attaquer aux racines de la plante, les nécroser, et vous allez observer des baisses de rendement assez significatives, notamment dans les champs de petits pois quand les cultures sont infestées. En ce qui concerne les espèces du genre Aphanomyces en milieu aquatique, il y en a assez peu, dont Aphanomyces astaci, qui est spécialisé dans l'infection des écrevisses, et probablement avec une origine d'Amérique du Nord. Donc l'IUCN a classé cette espèce-là comme l'une des 100 pires espèces invasives en Europe et dans le monde. Donc l'IUCN, c'est l'Institut international de conservation de la nature, parce que, comme vous le savez, effectivement, elle provoque des mortalités massives au sein des peuplements, notamment européens, mais également asiatiques. Les écrevisses australiennes, vous en avez plus de 250, sont également susceptibles à cet agent pathogène. Alors, pourquoi les écrevisses américaines sont, elles, des vecteurs sains de cette pathologie? Tout simplement parce que quand vous allez avoir production de spores dans le milieu naturel, ces spores vont reconnaître assez rapidement la cuticule de l'écrevisse, ça se passe en quelques dizaines de minutes. Et ensuite, une fois que le spore va se fixer sur la cuticule, il va sécréter des chitinases pour dissoudre la carapace de l'écrevisse, et ensuite ce spore va germer en IF. Et les écrevisses américaines ont une réponse immunitaire qui est très efficace, et il va y avoir une cicatrisation très rapide au niveau de la plaie par dépôt de taches noires, de mélanine. Et vous voyez ici, par exemple, sur cet individu de Passif astacus senusculus, effectivement, infecté, une tache noire de mélanisation qui est à 99% du temps un signe d'infestation. Par contre, au niveau des écrevisses sensibles, notamment européennes, il va y avoir un début de réponse immunitaire. Vous voyez ici les taches sombres, mais la réponse n'est pas assez rapide, pas assez efficace, et le spore germe, et l'IF se développe à l'intérieur de l'individu, et en fonction des souches d'Aphanomyces astaci, vous avez une mortalité de l'écrevisse sous une dizaine de jours. Donc c'est très rapide. Alors, généralement, les symptômes que l'on voit lorsque une population de pattes blanches est touchée par cet événement de peste, c'est des symptômes qui sont classiques. C'est spécifique de l'écrevisse, donc les écrevisses sont touchées et pas les poissons, ni les autres macro-invertébrés que vous pouvez rencontrer dans le milieu. Les gamards, qui sont des crustacés, ne sont pas touchés par cet agent pathogène. On observe à la fois dans le secteur de mortalité des individus morts, des individus qui sont mourants et d'autres qui ont une activité à peu près normale. Ensuite, souvent, effectivement, on rencontre, quand on s'intéresse au fond de progression de cette pathologie dans une population d'écrevisses à pattes blanches, on voit qu'elle
qu'elle s'étale de l'aval vers l'amont, parce que effectivement, cette infection peut être liée à la remontée de certains poissons. Cette infection peut être liée à la remontée de certaines espèces invasives en tête de bassin hydrographique. Et donc c'est souvent le cas, effectivement, quand on fait un suivi de population naturelle, de mortalité massive, eh bien, on voit que ça progresse effectivement en fonction des souches assez rapidement vers l'amont. Et enfin, quand vous faites des sorties durant la journée, eh bien, vous pouvez effectivement voir des écrevisses qui déambulent, ce qui n'est pas classique pour une espèce qui est lucifuge, parce que une fois que l'IF se développe à l'intérieur de l'individu, il va toucher le système nerveux et ça va provoquer effectivement un comportement assez particulier de l'écrevisse quand elle est infectée. Alors là, je vous ai résumé un peu les données historiques sur la caractérisation d'événements de mortalité massive en Europe. Donc dans les textes, les premières mortalités massives ont été en Italie en 1865, déclarées en Italie. Ensuite, 10 ans après, ça a été vu au niveau du plateau de Langres. Et ensuite, eh bien, la pathologie s'est étalée à travers l'Europe assez rapidement pour atteindre la Suède en 1900, la Norvège un peu plus tard, et depuis effectivement 1995, l'ensemble des pays européens sont touchés par la peste de l'écrevisse. Alors, une publi qui date de 2008, faite par des collègues tchèques, ont montré qu'effectivement cette vieille menace était de retour, puisque sur une période d'à peu près une dizaine d'années, ils ont caractérisé 11 événements de peste au sein de leur population naturelle, qui sont constituées principalement de l'espèce Astacus astacus, écrevisse à pattes rouges, et l'écrevisse des torrents, Ostropotamus torrentium. Donc il est relativement facile maintenant de pouvoir détecter la peste sur des individus infectés. Il faut passer par un prélèvement, notamment de la face ventrale de l'abdomen, qui est généralement la plus infestée, parce que c'est la plus tendre. Et ensuite, on extrait l'ADN et on peut appliquer deux techniques de PCR, c'est-à-dire d'amplification de gènes spécifiques à la phanomycose, pour révéler effectivement cette maladie au sein des individus infectés. Alors ça, c'est une ancienne méthode. Une nouvelle méthode à côté, la PCR quantitative, a été développée assez récemment, et celle-ci est beaucoup plus sensible et beaucoup plus intéressante parce qu'on peut quantifier le niveau d'infestation au niveau des écrevisses, qui va de A0 non infecté à A7 où effectivement l'écrevisse est fortement infectée. Alors quand on analyse des individus d'écrevisses à pattes blanches qui sont touchés par la peste et morts, eh bien, on atteint des niveaux de l'ordre de A5, A6 sur ces écrevisses infectées. Donc, on a utilisé cette technique pour vérifier les potentialités effectivement de transmission de peste par Passif Astacus lenusculus, qui est une espèce qui, comme on l'a vu tout à l'heure, partage, et vous le savez tous, partage une typologie identique à l'écrevisse à pattes blanches. Donc ce sont des recherches qui avaient été financées par l'ONEMA à l'époque. Donc c'est l'ONEMA effectivement et les différents services qui nous avaient approvisionnés en population et en individus. Donc dans cette étude-là, on avait analysé 89 populations, un peu plus de 1000 individus. Et donc on a observé effectivement que plus de 60% des populations de Passif Astacus lenusculus étaient infectées au niveau du continent. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, les taux d'infestation sont très variables dans les populations naturelles. Ça peut aller jusqu'à 100%, mais en moyenne, c'est un individu sur 5 qui est infecté. Donc on a essayé de voir s'il y avait une concordance géographique avec les taux d'infection, mais en fait non. On peut avoir des populations fortement infectées qui sont situées à proximité de populations qui sont saines. Par contre, il y a une petite tendance. Vous voyez effectivement dans la région Grand Est des points blancs. Ça veut dire qu'effectivement
ce sont des populations qui principalement ne sont pas infectées dans cette partie-là de l'Hexagone. Voilà. Alors, les taux d'infestation sont variables dans les populations. Il y a différentes explications. Ça peut être lié aussi à la qualité de l'eau, qui en fonction effectivement du pH de l'eau peut favoriser ou pas le développement de cette mycète. Ça peut être dû à un biais lors de l'introduction d'un petit lot de passifs non infectés dans un cours d'eau, puisqu'en général, effectivement, en moyenne, c'est un individu sur 5 qui est infecté. Donc, aléatoirement, si on introduit peu d'individus dans un milieu, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas infectés. Et en général, effectivement, les femelles sont beaucoup plus infectées que les mâles, parce que les mâles adultes ont plusieurs périodes de mue durant l'année, tandis que les femelles n'en ont qu'une. Donc effectivement, le spore s'attachant à la cuticule, quand une écrevisse infectée mue, perd sa cuticule, eh bien pendant un certain temps, elle n'est pas infectée. Alors, ce qu'il est intéressant également de souligner, c'est que certaines écrevisses de Californie présentent des taux d'infection qui sont très forts, de l'ordre de A5 à 6, comme vous le voyez ici. Ces 3 écrevisses proviennent d'une même population qui est située, je ne sais plus si c'est l'Ain ou l'Haute-Savoie. Et on nous avait demandé effectivement d'analyser ces individus parce qu'ils avaient assisté à des baisses drastiques de la densité de ces écrevisses au sein d'un cours d'eau. Et donc on les a analysées, effectivement, elles présentaient des taux d'infection qui sont très forts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces écrevisses de Californie, en conditions stressantes, vont développer la peste de l'écrevisse. Si vous mettez effectivement des écrevisses Passiflorstachys infectées dans un aquarium, eh bien c'est un stress pour l'animal, et ce stress affecte le système immunitaire et le champignon, le mycète se développe et vous observez une mortalité des écrevisses. Donc probablement que dans ces populations, et ça a été observé également en Norvège et en Suède, certaines populations, on a des chutes drastiques d'effectifs. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un événement de peste qui se déclare sous conditions de stress. Alors le stress c'est lié soit à la surdensité de la population, avec des nombreux contacts, soit à d'autres paramètres que l'on ne maîtrise pas encore. Alors au niveau des souches d'Aphanomyces astaci, il est intéressant de voir qu'on en a décrites actuellement 5. On a une souche, la première souche, la souche A, a été déterminée de façon très ancienne. On ne sait pas l'hôte de cette souche-là, qui l'a apportée en Europe. Mais c'est une souche qui est beaucoup moins virulente par rapport aux autres souches, notamment celle de Passiflorstachys senusculus, la souche B et C, la souche de Clarky D et E d'Orconectes, qui elles sont extrêmement virulentes, et entre 7 et 10 jours, vous avez effectivement des individus, les individus infectés meurent. Donc on a la possibilité de pouvoir discriminer ces souches en faisant des analyses moléculaires. Bon, celle-ci n'est pas très intéressante parce qu'en fait, elle nécessite une culture pure de cette mycète. Et donc, quand on veut analyser des individus infectés, on a à la fois, quand on extrait de l'ADN de l'écrevisse et de l'ADN de la peste. Et avec cette technique-là, on ne peut pas mettre en évidence la souche. Donc nous avons développé au laboratoire une nouvelle technique basée sur des microsatellites. Je ne vais pas vous en parler davantage. L'intérêt est de savoir qu'en appliquant ces outils-là qui sont spécifiques de la phanomycose, on est capable de pouvoir discriminer la souche à l'origine de la mortalité massive. Savoir si c'est la souche d'Orconectes qui a entraîné cette mortalité ou celle de Clarky, etc. etc. Donc nous avons analysé avec nos collègues de République tchèque leurs individus conservés lors des mortalités massives. Et on s'aperçoit par exemple dans ce pays-là que 3 souches sont à l'origine de l'ensemble des mortalités massives. La souche A, très ancienne, la souche B de passif, et la souche E d'Orconectes emesus. Et quand on match cette distribution des mortalités massives et des souches, eh bien, ça matche bien avec la distribution des écrevisses exotiques là-bas.
bien évidemment. Donc la proximité d'écrevisses exotiques est bien évidemment responsable de mortalité massive potentielle. Alors nous avons utilisé cette technique pour caractériser la souche d'une mortalité massive qui a eu lieu sur la population de la Lucelle, située dans le Haut-Rhin, qui était une très belle population sur 12 km, avec des CMR qui avaient estimé un nombre d'adultes de l'ordre de 150 000 sur le linéaire. Un événement de peste s'est déclaré en 2013 lié à la souche de Pachyfastacus lenusculus. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'AFB a fait des suivis de cette mortalité massive, et donc vous les avez présentés sur le côté là. Alors la ligne rouge correspond à un secteur où toutes les écrevisses sont mortes. La ligne jaune, un secteur intermédiaire où vous avez à la fois des écrevisses mortes et des écrevisses moribondes sur le secteur. Et puis le fond bleu, c'est vous avez absence d'écrevisses parce que avec des prospections diurnes, parce que les écrevisses sont sous les caches et ont un comportement normal. Donc vous voyez que le front de progression de la mortalité a été assez rapide sur ce secteur, malgré la présence de seuils et de pentes assez importantes sur ce cours d'eau-là. Et donc du 15 juillet au 6 août, il y a eu plus de 3 km. Le front de mortalité a progressé de 3 km en quelques semaines. Donc c'est des souches qui sont... Hop, avec... Voilà. Donc on pensait que la présence d'un seuil d'une hauteur d'à peu près 1,50 m, fortement embâclé sur le dessus, allait être un frein à la propagation de la peste de l'écrevisse, et en fait non, puisque 2 mois après, la totalité de la population a disparu. Alors bien évidemment, l'écrevisse peut effectivement pouvoir passer ce type de seuil, sauf que dans le cas d'une infection par la peste, eh bien, les écrevisses infectées sont quand même ont beaucoup moins d'énergie qu'à l'état normal, et on suppose qu'effectivement des micro-mammifères ou mammifères aient pu véhiculer effectivement des spores en passant sur leur lieu de passage de la partie aval vers la partie amont. Alors, quelques lueurs d'espoir quand même par rapport à cette pathologie, puisque des publications récentes ont montré qu'il existait pour l'ensemble des écrevisses européennes, que ce soit l'écrevisse turque, que ce soit l'écrevisse des torrents, l'écrevisse à pattes rouges et l'écrevisse à pattes blanches, des populations qui résistaient à la phanomycose. C'est-à-dire que la phanomycose était présente de façon chronique, mais d'année en année, on avait toujours des individus dans ces populations-là, avec des densités nettement plus faibles qu'avant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Soit le pathogène a réduit sa virulence pour pouvoir toujours se maintenir dans les populations, puisque si l'écrevisse disparaît, forcément le pathogène disparaît et ce n'est pas un but évolutif. Soit effectivement la variabilité génétique présente au sein de ces populations a permis de sélectionner des génotypes résistants ou ayant des capacités immunitaires meilleures que les autres pour résister à cette infection. Donc ça, des études sur le sujet sont en cours. Donc je vais passer à la caractérisation effectivement d'un nouvel agent pathogène qui a eu lieu récemment, puisque ça a été publié cette année. Donc je rappelle un peu l'historique. C'est effectivement les agents du Doubs avaient vu une mortalité massive sur la Bonneille, qui est un affluent de la Loupe, avec des symptômes qui étaient identiques à ceux rencontrés généralement lors d'une mortalité massive liée à la peste. Exactement les symptômes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ils m'ont envoyé des spécimens préservés dans l'alcool. Donc j'ai fait les tests nécessaires pour révéler la peste, et tous les tests se sont révélés négatifs. Donc vu les symptômes, j'ai suspecté une cause biologique
mortalité au niveau de ces pattes blanches. Et j'ai essayé de faire des analyses complémentaires au niveau de ces individus, notamment avec de la microscopie électronique de certains tissus, abdomen, branchies, etc. Et également essayer de faire du séquençage pour voir si éventuellement on allait repérer un agent pathogène. Et ce fut le cas. On a repéré un virus à ARN dans l'ensemble des tissus avec, comme vous le voyez ici, des concentrations par tissu qui sont relativement fortes. Donc c'est la première mise en évidence de cet agent-là, responsable d'une mortalité massive au niveau des écrevisses en général et des écrevisses européennes. Donc je suis retourné sur le terrain l'année dernière pour essayer de collecter des individus vivants pour augmenter mon échantillonnage. Et il est vrai que lorsque des virus, notamment c'est le cas chez les crevettes, lorsque des virus impactent ces organismes, eh bien, on observe des taches de dépigmentation relativement circulaires sur la cuticule de ces bestioles. Donc je voulais voir si c'était le cas, parce que quand on m'envoie des individus préservés dans l'alcool, bah, vous savez tous que vous avez une dépigmentation de la cuticule, et puis on ne peut plus rien observer. Donc effectivement, eh bien, tous ces individus du fond de mortalité présentaient, comme vous le voyez ici, des taches brunâtres, à peu près circulaires, de dépigmentation sur l'ensemble de la cuticule. Hein. Vous voyez, premier spécimen, très largement, des taches très largement prononcées. Un deuxième spécimen mâle à côté, bon, c'est un peu moins voyant, mais on les distingue quand même parfaitement. Et donc effectivement, tout ceci, c'était beaucoup d'éléments pour expliquer la mortalité de cette population. Donc après, on a mis au point donc une petite méthode très rapide de détection par PCR, en prenant bien évidemment des tissus de populations non infectées, des tissus d'individus infectés du fond de mortalité et des individus présents dans la partie amont qui étaient dépourvus de taches et non infectés. Et effectivement, pour avoir des tests négatifs pour voir si effectivement ça amplifie pas tout. Et ça marche. Donc effectivement, c'est un outil qui pourra être utilisé parce que effectivement, quand on m'envoie des individus où l'on suspecte la peste d'écrevisses pattes blanches conservées dans l'alcool, finalement, dans un cas sur deux, les tests s'avèrent négatifs. Donc peut-être que effectivement, ce virus pourrait expliquer d'autres mortalités à travers la France. Et notamment, si je reviens sur la diapo précédente, on a ces séquences de ce virus-là qui sont très proches, ici, là, qui sont très proches en fait d'un virus, d'un point de vue génétique, qui était retrouvé dans les fesses d'une loutre dans une population espagnole. Donc on sait très bien que la loutre se nourrit principalement d'écrevisses lorsqu'elles sont présentes. Et donc effectivement, ben, il peut-être y avoir effectivement d'autres populations infectées par ce type de virus. Donc ce résultat-là dans la littérature était assez intéressant et corroborait un peu globalement la présence de ce virus, peut-être de façon un peu plus générale sur les peuplements en Europe. Donc quelques mots sur l'ADN environnemental aussi, qui est une nouvelle technologie qui va permettre effectivement de gagner du temps, peut-être pas de l'argent, mais du temps pour l'instant dans les méthodes d'inventaire. Donc je rappelle, hein, j'ai mis une définition de l'ADN environnemental ici. C'est défini comme étant de l'ADN qui pourrait être extrait à partir d'échantillons environnementaux, tels que les sols, les fesses, l'eau par exemple, sans avoir ciblé au préalable la présence de l'espèce recherchée. Donc effectivement, on sait tous qu'un animal dans le milieu va libérer de l'ADN. Alors certains organismes vont en libérer plus que d'autres, les batraciens notamment, ils ont beaucoup de mucus, etc. L'écrevisse, c'est beaucoup moins le cas. Elle peut en libérer en période de mue, elle peut en libérer en période de reproduction, mais entre ces deux périodes-là, on n'en est pas sûr. Donc l'efficacité, vous le verrez, hein, j'ai fait un petit bilan, elle dépendra effectivement de la capacité d'un organisme à relarguer de l'ADN dans le milieu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'ADN est libéré dans le milieu, eh bien forcément c'est pas stable. Hein.
Ça va être dégradé par les UV, ça va être dégradé par les enzymes que vous avez dans le milieu. Mais une étude a montré qu'un fragment de 100 paires de bases, relativement court, pouvait persister entre 2 à 3 semaines dans un milieu. Alors après, ça dépend de la température de l'eau, hein, parce qu'on verra, plus la température de l'eau est chaude, plus l'ADN est dégradé et moins la détection se fait également. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va sur le terrain faire des prélèvements d'eau, il faut absolument avoir une glacière avec des pains de glace de façon à pouvoir conserver cette eau dans la glacière, parce que généralement on fait plusieurs cours d'eau dans la journée. Les échantillonnages se font principalement quand même durant les bonnes périodes, et puis les températures montent assez hautes dans les voitures, donc il faut absolument préserver ces échantillons, sinon un test négatif va vous révéler rien du tout. Donc simplement un petit récapitulatif de cette historique d'ADN environnemental, hein. La première étude a été faite sur la grenouille taureau, hein, par une équipe de Grenoble, donc rapidement, hein, c'est 2012, donc c'est relativement récent. Sur un terrain de jeu d'une cinquantaine de mares, les techniques traditionnelles classiques d'inventaire ont révélé la présence de cette grenouille taureau dans 7 mares, donc à peu près 40%. Et l'ADN environnemental a boosté ce nombre de détections. On est arrivé à 38 avec 77% de mares colonisées. Donc depuis, ça a été utilisé dans quasiment tous les groupes 5 minutes. Dans tous les groupes 5 minutes, ça va être chaud, mais dans tous les groupes faunistiques que l'on rencontre dans le milieu aquatique, aussi bien marins que d'eau douce, hein, vous voyez des odonates, des truites, etc., etc. Alors ce qui nous intéresse quand même, bon, les avantages de l'ADN, c'est effectivement un inventaire non destructif, pas de capture, pas de dégradation d'habitat, donc c'est intéressant pour la patte blanche. Ça a une forte sensibilité, donc plus forte probabilité de détection. Et c'est surtout qu'on n'a pas besoin de demande de permission de capture pour aller sur le terrain, donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. Bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Donc les premières études sur l'ADN environnemental faites sur les écrevisses, c'est une équipe française de Rennes qui l'a réalisée dans le cadre d'une thèse financée par l'ONEMA et l'Agence de l'eau. Donc ils se sont intéressés à comparer deux méthodes de capture, par NAS et par ADN environnemental, sur le territoire de la Brière, qui est colonisé par Procambarus clarki. Alors vous verrez que les résultats sont assez discutables sur l'efficacité des méthodes. Donc l'échantillonnage, bon, globalement ils ont échantillonné des mares d'un périmètre de 120 mètres, où il y avait des grandes mares et des petites mares. Ils ont fait des prélèvements d'eau, 20 prélèvements d'eau en différentes parties du linéaire de la mare. Et au final, ils n'ont analysé que sur ces 800 ml d'eau, 15 ml pour extraire l'ADN. Donc c'est très peu. Et les NAS sont restés 24 heures. Donc l'étude a porté sur 158 mares, taux de détection par ADN environnemental 60%, donc c'est pas la panacée non plus. Et lorsque vous aviez une détection par NAS et par ADN environnemental, eh bien seulement dans 38% des cas, les deux méthodes détectaient la présence d'écrevisses. Et ça correspondait généralement à des mares qui avaient beaucoup d'écrevisses et beaucoup de petites, donc beaucoup de périodes de mue. Dans 27% des cas, quand on avait affaire à des grandes mares, eh bien, c'est les NAS qui révélaient la détection d'écrevisses, ce n'est pas l'ADN environnemental, donc 27% c'est beaucoup. Et quand on a fait affaire à des petites mares avec peu d'écrevisses, c'est la technique d'ADN environnemental qui l'emportait sur la détection d'écrevisses. Donc on peut se dire, en regardant ces résultats-là, c'est que plus vous avez une grande masse d'eau, eh bien plus peut-être il faut filtrer d'eau pour espérer retenir de l'ADN environnemental. Donc voilà, et il est hors de question pour l'instant avec l'ADN environnemental de faire des prospectives de densité de population avec cet outil-là. Les NAS restent plus efficaces pour ça. Donc là, simplement, mais je vais être rapide, j'ai recensé toutes les études biblio faites sur détection d'écrevisses par ADN environnemental, et on voit qu'il y a une anarchie globale dans la méthodologie utilisée. C'est pas les mêmes amorces, c'est pas les mêmes taille de fragments amplifiés. Pour passif, il y a 3 études.
ces 3 couples d'amorces qui sont différentes. Ensuite, vous voyez ici dans cette colonne-là que les volumes d'eau ici prélevés varient de 800 ml à 15 litres. Ensuite, à partir de ces eaux prélevées, on homogénéise l'eau et ensuite on extrait l'ADN, mais c'est pareil, ça se fait à partir soit de 15 ml et ça va jusqu'à 15 litres, donc c'est des résultats qui sont très hétérogènes. Par contre, ils ont montré des efficacités très importantes de 100%. Sauf que si on regarde de près un peu toutes ces études, ils se sont plutôt intéressés à des populations relativement denses pour valider l'outil. Donc, bien évidemment, tout dépend du contexte. Hein. Si on a affaire à des petites populations, si en plus le prélèvement se fait à 1 km, 2 km du noyau de population, eh bien on passe à côté, c'est sûr. Il y a beaucoup de tests qui doivent être faits pour augmenter l'efficacité de cette méthodologie. Donc je passerai, je vais passer. Alors sur la pâte blanche, on est en train de mettre au point cette technologie. Donc c'est pareil, hein, les taux d'efficacité sont variables. Néanmoins, on a quand même ciblé une période de l'année qui était la plus propice pour la détection de l'écrevisse, qui est la période de reproduction, en novembre. Mais quelquefois, on assiste quand même à des taux de détection qui peuvent être plus forts ici en période de mai. Donc c'est principalement novembre, mais la période de mue, d'émergence des juvéniles, etc., peut être également intéressante pour la détection d'ADN environnemental, mais certainement pas l'été. Hein. Sur l'été, vous voyez qu'ici, tous les tests se sont révélés négatifs, pourtant la population présente une forte densité. Par contre, quasiment tous les tests se sont révélés positifs quand ça marche, non quand on l'a fait en novembre. Donc c'est encore relativement variable. Et je terminerai par l'ADN environnemental de la peste. Alors sur la peste, ça marche très très bien. On a mené une étude où à la fois on a caractérisé la peste sur des individus de passifs et à la fois on a fait des prélèvements d'eau. Et quand les populations de passifs étaient infectées, à chaque fois, et pourtant on a fait des analyses en aveugle, hein, on ne savait pas, on avait codifié de façon complètement aléatoire les prélèvements d'eau pour pouvoir effectivement voir si ça a été corrélé, et ça marche très très bien. En fait, la peste, on la détecte relativement facilement et très bien à partir d'un échantillon d'eau. L'écrevisse, comme vous l'avez vu, hein, c'est encore perfectible. Et rapidement, je me suis intéressé à des bioindicateurs dans le cas de translocation d'écrevisses. Pourquoi? Parce qu'il y a un papier qui est paru en 2009 où on montrait à l'échelle de l'Europe que plus de 50%, 60% des translocations étaient un échec. Et donc je me suis intéressé à ces papiers-là, j'ai fait une synthèse BBU, et on voit que ces cours d'eau avaient tous été sélectionnés à œil d'expert, c'est-à-dire présence de cache, un environnement jugé favorable, un peu de pente, etc. Et pourtant, effectivement, le taux de réussite était très faible. Donc j'ai voulu voir si en fait on pouvait, à partir de l'analyse des communautés, notamment macro-invertébrées, faire des corrélations entre présence d'écrevisses et certains groupes. Et en fait, j'ai fait ça dans le Poitou-Charentes, où j'ai analysé pas mal de cours d'eau avec et sans écrevisses. Et au final, je me suis aperçu que les cours d'eau à écrevisses possédaient une belle richesse en éphéméroptères, entre 4 et 8 espèces, et notamment avec la présence de Heptophlebidés quasiment à chaque fois. J'ai validé ces outils par des repeuplements qui avaient été faits suite à un ASEC d'une belle population d'écrevisses à pattes blanches en Vienne. Donc c'est un sauvetage qui s'est fait en urgence. Donc les agents de l'AFB les ont mis dans des cours d'eau qu'ils jugeaient favorables en 2009. Donc moi je suis revenu en 2012 avec mes outils. J'ai vérifié qu'il y avait bien reproduction dans certaines populations, etc. Donc le repeuplement avait fonctionné. Et là où ça n'avait pas fonctionné, donc j'ai regardé les cortèges éphéméroptères. Et là ça a permis de valider effectivement la présence des leptophlébidés comme bioindicateur de la présence d'écrevisses. Alors ça marche pour des cours d'eau dont la largeur est supérieure à 1 mètre. Parce que quand c'est à proximité des sources, on sait très bien que c'est un milieu qui souvent est relativement fermé, pas facile d'accès par les insectes volants. Et effectivement, là, il y a
vous n'allez pas trouver de leptophlébidés. Donc c'est des cours d'eau qui ont un gabarit largeur supérieure à 1 mètre. Donc j'ai actuellement Coralie en stage de Master 2 qui essaye de valider ces indicateurs à l'échelle de la France en prenant l'ensemble des bases de données et ça a l'air de fonctionner. Mais si vous avez des questions à lui poser, Coralie est présente dans la salle. Bon, ben, je vais terminer là parce que de toute façon, il me restait plus de 2 minutes et je crois qu'elles sont consommées. C'est bon? Oui, oui. Ouais, merci beaucoup Frédéric. Je vais m'arrêter là. Hein. On va passer aux échanges et puis il y aura aussi des sorties de terrain cet après-midi qui seront aussi l'occasion de revenir sur ces points-là où on aura un peu plus de temps. Bonjour, Pierre Tabourin de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. En début de votre intervention, vous avez indiqué qu'il y avait une réaction quand même immunitaire, un début de réaction immunitaire de la part des écrevisses à pied blanc face à la phanomycès. Est-ce que, avec ce début de réaction immunitaire, on pourrait envisager un jour éventuellement une forme de vaccination ou de relargage d'individus potentiellement vaccinés? À terme, c'est une solution qui est envisagée. Effectivement, quand on rédige des projets liés à l'immunité de l'écrevisse, effectivement, les perspectives sont effectivement de pouvoir injecter à dose relativement faible des effecteurs virulents du pathogène pour vacciner les écrevisses. Oui, mais dans un premier temps, on essaye de voir quels sont les gènes les plus efficaces dans la réponse immunitaire. Et ça, c'est beaucoup plus facile de tester ensuite cette quantification de gènes au sein des populations naturelles pour voir celles qui sont les plus aptes, celles qui produisent des molécules du système immunitaire beaucoup plus que d'autres populations. Là, dans un premier temps, c'est beaucoup plus moins futuriste que la vaccination. Oui. Alors encore Théo. Du coup, par rapport aux analyses aphanomycoses sur les populations de passifs de la thèse de l'ANCA, la corrélation avec la localisation géographique et les autres populations n'était pas établie. Est-ce qu'il y a eu un test de la corrélation en fonction des souches génétiques par rapport aux différentes introductions de Passif astacus? Parce que je ne sais pas si tu te souviens, le lac de Divonne-les-Bains, on l'a testé 2 fois. C'est a priori la population introduite à partir de la Norvège, Suède, je ne sais plus. Il était négatif, alors que toutes les populations de passifs aux alentours sont positives. Et est-ce qu'il y a une différence de souche génétique de l'un à l'autre? Ou est-ce que c'est la même souche génétique d'introduction? Pour la phanomycose, c'est la même souche, c'est la B pour l'ensemble des mortalités massives qu'on a analysées en France. Par contre, on a fait des études génétiques sur l'origine des populations de Passif astacus pour voir si effectivement c'était à peu près la même histoire que Orconectes limosus. Parce qu'Orconectes limosus, à travers l'Europe, c'est exactement la même souche. On retrouve absolument les mêmes caractéristiques génétiques pour l'ensemble des populations. Donc ça, effectivement, ça traduit bien le fait que Orconectes limosus a été introduit une seule fois en Europe, et c'est à partir de ce lieu de reproduction qu'elle a colonisé l'Europe. Par contre, pour Passif astacus, c'est complètement l'inverse. Des caractéristiques génétiques, on a trouvé 20 génotypes différents sur l'ensemble des populations analysées. Donc il y a eu des introductions multiples en France, et donc effectivement avec des populations probablement non infectées et infectées. Donc ces événements multiples d'introduction expliquent que vous pouvez avoir aussi des populations non infectées et plus infectées dans certains cas. Alors c'est compréhensible, hein, quand vous voyez Orconectes limosus, c'est tout petit, c'est pas intéressant pour la pêche, c'est pas intéressant à manger. Quand on voit l'écrevisse de Californie, les plus gros adultes mâles peuvent faire 260 grammes, donc effectivement, ça a été introduit par les pêcheurs, etc. À l'origine, c'est l'INRA qui avait introduit ça dans le lac Léman pour en faire l'élevage. À chaque fois qu'on fait un élevage, de toute façon, il y a des fuites. Et puis après, jusqu'en 83, la législation permettait de transporter à l'état vivant ces écrevisses, et puis ils ont été dispatchés un peu partout. Hein. En Vienne, on a plus de 70 populations d'écrevisses de passifs, c'est les pêcheurs qui les ont mis. Hein.
faire 20 km pour pêcher une passif. Quand on a un petit cours d'eau qui est devant chez soi, ben, on va chercher ces écrevisses-là et puis on les remet dedans et puis ça se passe comme ça. Hein. Vous le connaissez tous. Hein. Donc voilà, une forte diversité génétique des passifs. Non. Non. Non, parce que c'est après très compliqué, parce que la sporulation de l'OM17 dans le milieu, elle est dépendante des caractéristiques du pH, des caractéristiques de minéralisation, etc., de température. Donc après, il peut y avoir des productions plus importantes que d'autres et des taux d'infestation. Donc on n'a pas regardé ça parce que ça nécessite des analyses d'eau et pour l'ensemble des populations pour essayer de corréler des facteurs de l'environnement au taux d'infestation. Donc c'est un peu lourd. Du coup, quand on synthétise un peu tout ça, on se rend compte que ça pourrait devenir intéressant d'utiliser d'une part l'ADN environnemental qui permet facilement de caractériser la présence de la Phanomyces et les tests sur les différentes espèces d'écrevisses pour établir quelque part une cartographie des zones avec un fort potentiel d'infestation et des zones à beaucoup moindre risque pour, je dirais, derrière, mettre l'accent d'un point de vue gestion et préservation de l'écrevisse à pattes blanches. Bah, c'était le but un peu de l'étude faite avec l'ONEMA à l'époque, mais à une plus large échelle. Effectivement, hein, d'un point de vue local, il est toujours intéressant de savoir si les populations de passifs sont infectées ou pas, pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Effectivement, oui, ça c'est dans un plan de conservation de l'écrevisse, quand on veut conserver des populations d'écrevisses à pattes blanches, la première des choses, c'est effectivement de regarder les potentialités de migration de la passif et de regarder effectivement celles qui sont infectées ou pas. Hein. Puisqu'il faudra agir principalement sur celles qui sont sur les affluents où les écrevisses sont infectées, oui. Et pour ce qui est de Procambarus, au niveau de son infestation par la Phanomyces, c'est du même acabit que Pachyphastacus. Oui, on a fait ça en Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a eu un plan régional de conservation qui a débuté en 2012. Et en Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui est Landes, Gironde, c'est que de la Clarkie, quasiment. Donc effectivement, les taux d'infestation sont similaires aux taux d'infestation de passifs, hein. C'est-à-dire plus de 50% des populations. Dernière question. Pour l'ADN environnemental, vous travaillez avec quel labo, quelle structure? Spygen. D'accord. Il y a un labo belge aussi qui fait ça, c'est Gecolab. Qui fait ça, c'est la fac de Bruxelles, je crois. Bon, après, tous les laboratoires développent quand même leurs propres outils. Hein. Moviso, dans l'étude que je vous ai montrée, on l'a développé au laboratoire hein, pour tout ce qui était espèces exotiques. Après, je travaille pour la patte blanche avec Spygen parce que c'est la Fédération de pêche de Gironde qui tenait à avoir une expertise également de Spygen dans le programme de conservation de l'écrevisse pour faciliter le passage du plan vis-à-vis des financeurs locaux, de l'Adréal et compagnie. Donc voilà. Mais oui, ça se démocratise de toute façon de plus en plus. Hein. Parce que c'est vrai que le coût Spygen, une analyse prélèvement sur le terrain, plus ensuite analyse de présence d'une espèce, bon, c'est des coûts avec l'allocation du matériel qui peuvent monter à 250 € l'analyse. Dans les labos universitaires, le coût est réduit à 50 €. Quoi. Ça, c'est évident.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.